Chapitre 27. Corvée. A-t-on le temps de... commença Alice. Non, la coupa Carlyle. Bella a besoin d'être transfusée en urgence. Ma sœur soupira. Nous occuper de la blessée en premier lieu nous compliquait la tâche. Carlyle s'installa avec moi sur la banquette arrière de la Porsche, soutenant la tête de Bella d'une main, ses doigts appuyant doucement sur sa carotide. Sa jambe brisée était étendue sur les cuisses d'Emmett, de l'autre côté de moi. Mon frère évitait de respirer et regardait par la fenêtre en s'efforçant de ne pas penser à tout le sang séché qui recouvrait Bella, Carlyle et moi, ni à ce que je venais de faire, à l'improbable, à la volonté qui m'avait fallu et dont il se savait dépourvu. Il préférait ruminer le mécontentement que lui inspirait la bagarre. Franchement, il tenait le tracker. Il l'avait maîtrisé, l'écrasant entre ses bras, même si l'autre s'était débattu comme un beau diable et tortillé comme une anguille. En vain. Emmett avait commencé à le broyer lorsque Jasper avait déboulé sur les lieux du carnage. Féroce et couturé, le regard vide et en même temps aiguisé. L'air d'un dieu de la guerre, oublié, nimbé d'une aura de violence absolue. Il avait suffi que le tracker le voie, pour la première fois, ce qu'Emmett ignorait, pour qu'il cesse de résister et se résigne à son destin. Alors que ce destin avait été scellé, dès qu'Emmett l'avait immobilisé. C'était ça qui démoralisait Emmett, qui le rendait dingue. J'allais devoir lui raconter la pression qu'il avait faite dans la clairière et pourquoi. À mon avis, rien d'autre ne réussirait à apaiser sa frustration. Au volant, Jasper avait baissé sa fenêtre, qui laissait entrer la touffeur extérieure, même si, à l'instar d'Emmett, il s'interdisait de respirer. À côté de lui, Ali gérait la situation, lui indiquant où tourner, quelle voie emprunter et à quelle vitesse rouler, sans attirer une attention malvenue. Il ne dépassait pas les 110 km/h, ce que je trouvais trop lent. Mais Alice garantissait que nous serions à l'hôpital plus vite que si j'avais conduit. Éviter les voitures de police n'aurait fait que nous ralentir et nous mettre dans l'embarras. Tout en s'occupant de notre trajet, Alice pensait à 1000 choses en même temps, résolvant les obstacles, étudiant les conséquences de tous les choix qui s'offraient à elle. Plusieurs éléments étaient certains, toutefois. Elle tira son portable de sa poche et appela la compagnie aérienne, dont elle savait déjà qu'elle proposait un horaire acceptable, afin de réserver un billet pour Seattle sur le vol de 14h40. Emmett le prendrait. Notre journée était aussi claire dans sa tête que si elle s'était déjà déroulée. D'abord, Jasper allait nous déposer avec Carlyle, Bella et moi à l'hôpital Saint-Joseph. Il y en avait de plus proches, mais mon père insistait sur celui-ci parce qu'il y connaissait un confrère qui se porterait garant de lui et que l'établissement était réputé pour son service de traumatologie. Son inquiétude et le visage cendreux de Bella, dont le cœur battait pourtant avec régularité, me livraient tout entier à la panique, et je maudissais notre prudence. « Elle va s'en sortir !» gronda Alice quand elle vit que j'étais une fois encore sur le point de me plaindre. Elle me fourra dans le crâne une image de Bella, assise sur son lit d'hôpital, et serrant sous sa multitude d'hématomes. Je soulevai un lièvre, cependant. « Et quand cela aura-t-il lieu ?»« Dans un jour ou deux, ok ? 3, maxi. Tout ira bien, du calme. » Mon affolement monta en flèche. 3 jours. Carlyle déchira sans peine ma réaction. Elle a besoin de temps, Edward. Tant son corps que son esprit doivent se reposer. Elle va se rétablir. J'essayais de l'accepter, sans grand résultat. Je décidai de me concentrer sur Alice, dont l'organisation méthodique valait mieux que ma vaine agitation. L'arrivée à l'hôpital promettait d'être risquée. Nous étions à bord d'une SUV volée, reliée à une Subaru, elle aussi volée, et responsable d'un carambolage ayant impliqué 27 véhicules. L'entrée des urgences était surveillée par des dizaines de caméras. Et si nous changions de mode de transport, la voiture qu'Alice comptait louer plus tard par exemple, ça ne prendrait qu'une quinzaine de minutes, un tout petit détour. Et elle savait déjà dans quelle agence se rendre. Je grondais, et renifla sans me regarder. « Toujours aussi agaçant ces deux-là !» grommela Emmett par devers lui. Bref, on gardait la Porsche. Alice se résigna et passa à la suite. Nous serions obligés de nous garer hors de portée des caméras, ce qui nous rendrait plus suspects. Pourquoi ne pas plutôt aller directement sur le vent métallique avec notre patiente inconsciente? Pourquoi la porter plus que nécessaire? Comme ça, Carlyle et moi serions à l'ombre. Sinon, nous serions contraints d'approcher de la surveillance vidéo, et Alice devrait plus tard forcer le bunker où il conservait les bandes. Elle n'avait tout bonnement pas le temps pour ça. Il lui fallait prendre une chambre à l'hôtel et concocter un scénario crédible et violent, censé s'être produit avant notre arrivée à l'hôpital. C'était aussi une urgence.
Son plan nécessitait qu'elle récupère du sang. Ce serait rapide. Lorsque je débarquerais en ayant l'air d'avoir reçu un pot de peinture sur la tête et chargé d'un corps inanimé, ça provoquerait des remous. Tous les membres de l'équipe disponibles dans un rayon de 100 mètres se rueraient vers moi. Alice n'aurait aucun problème à profiter du tohu-bohu pour se glisser derrière l'accueil. Personne ne lui poserait de questions. Une paire de chaussons en plastique prise dans un distributeur cacherait ses souliers tachés. Après, elle n'aurait plus qu'à foncer dans la réserve de sang des urgences. « Donne-moi ton sweatshirt, M. » Veillant à ne pas déplacer la jambe de Bella, il retira le vêtement et le lui lança. Il était d'une propreté remarquable, comparé à mes habits et ceux de Carlyle. Emmett aurait bien aimé savoir pourquoi Alice en avait besoin, mais il n'osa pas ouvrir la bouche, par peur de sentir et goûter l'odeur qui imprégnait l'habitacle. Alice enfila le sweatshirt, 1000 fois trop grand pour son corps menu. Pourtant, elle avait une certaine élégance. Tout lui allait à cette Alice. « Quel est le groupe sanguin de Bella ?» demanda-t-elle à Carlyle. « O positif. » Au moins, l'accident avec Tyler aurait servi à ça. Ma sœur était sûrement trop consciencieuse. Qui se soucierait de catégoriser le sang qu'elle laisserait sur les lieux de l'accident? Sauf si celui-ci évoquerait un peu trop une scène de crime. À la réflexion, elle avait peut-être raison de se montrer aussi minutieuse. « Les-en assez pour Bella ?» lui rappelai-je. Elle se retourna, me dressa une grimace, reprit sa position initiale et continua à comploter. Jasper et Emmett l'attendraient dans la voiture volée, moteur au ralenti. Elle serait de retour en moins de 3 minutes. Elle choisirait un hôtel près de l'hôpital pour que ce soit plus crédible. Elle le vit tout de suite, à quelques pâtés de maison. Certes, Emmett ne serait jamais descendu dans ce genre d'établissement, mais il serait pas fait pour un tableau sinistre. J'ai l'impression d'assister en temps réel à son arrivée à la réception. Alice entre à grands pas dans le hall modeste, avec ses chaussures tachées de bordeaux et son vêtement, trop ample, noué autour de la taille, tel un accessoire de mode. La réceptionniste est seule. Elle relève la tête, sans beaucoup d'intérêt d'abord, puis elle découvre le visage frappant de sa cliente. Elle la fixe avec un mélange de peur et d'admiration, ne se rend pas compte qu'elle n'a pas de bagages. Alice n'est pas satisfaite. Elle rembobine sa vision. Retour à l'hôpital. Elle sort de la banque du sang, les poches remplies de 4 sachets qui clapotent. S'octroyant une brève escapade, elle se glisse dans une salle de soins protégée par un rideau. Une famille dort, reliée à des moniteurs qui bipent. Au pied du lit, un sac à main et un fourre-tout bleu contenant les affaires de la malade. Alice s'en empare et ressort. La manœuvre ne lui demande que 2 secondes supplémentaires. Nouveau plan sur le hall de l'hôpital. Alice ne porte pas le sweatshirt. Le fourre-tout est suspendu à son épaule. La réceptionniste a la même réaction que précédemment. Plus rien ne cloche maintenant. Alice demande 2 chambres doubles, dont l'une pour une seule personne. Elle donne son permis de conduire, authentique, et la carte de crédit à son nom. Elle parle de ses compagnons de voyage, son père et son frère, qui sont en train de chercher un parking couvert pour la voiture. L'employé tapote sur son ordinateur. Alice regarde son propre poignet. Il est nu. Arrête sur image. « Jasper, il me faut ta montre. » Il tendit le bras. Elle le lui retira, s'abreuait sur mesure, un cadeau qu'elle lui avait offert. En vieille habitude et manie d'Alice, il ne se donna pas la peine de l'interroger sur ses raisons. La montre, trop grande, avait des allures de bracelet. Parfait. Elle aurait pu lancer une mode. La vision redémarra. Alice consulte la montre qui pendouille de manière si chic à son poignet. « Il n'est que 10h50. Votre pendule avance. » La femme acquiesce distraitement, et elle pleure qui vient de lui donner sa cliente sur le formulaire de réservation. En attendant que la réceptionniste en ait terminé, Alice devient un peu trop immobile. Elle est agacée par le temps que met l'autre, mais elle n'a pas d'autre choix que de patienter. L'employé finit par lui remettre 2 clés électroniques sur lesquelles sont inscrits les numéros de chambre, la 106 et la 108. Retour en arrière. Alice entre dans le hall. La réceptionniste a la même réaction que précédemment. Alice demande 2 chambres doubles, dont l'une pour une seule personne. Au 2e étage, si possible. Elle pose son permis et sa carte de crédit sur le comptoir. Elle parle de ses compagnons de voyage. La femme tape sur son clavier. Alice rectifie l'heure. Alice attend. L'employé lui remet 2 clés électroniques, chambre 209 et 211. Alice sourit et s'éloigne à une allure humaine jusqu'à ce qu'elle soit dans l'escalier. Elle entre dans les 2 pièces, laisse le fourre-tout dans la première, tire les rideaux, allume les lampes, accroche des plaquettes ne pas déranger au poignet des portes. Poche de sang à la main, elle file jusqu'au 2e escalier. Le couloir est désert, personne ne la voit. Elle s'arrête sur un palier à mi-chemin des marches. En bas, une sortie donne sur l'extérieur de l'hôtel. La porte est flanquée d'une baie vitrée. Les lieux sont vides.
Alice compose un numéro de téléphone. Klaxonne pendant 3 secondes. Un avertissement ridicule, fort retenti, en provenance du parking, et couvre les bruits de la circulation sur l'autoroute, pas celle que nous avons écumée une autre. Alice dégringole au rez-de-chaussée, se roule en boule et se jette en plein milieu de la fenêtre. La vitre tombe sur le trottoir. Des éclats volent jusqu'à dans le macadam du parking, dessinant un soleil qui étincelle sous la violente lumière extérieure. Se réfugiant à l'ombre de l'escalier, Alice déchire les sachets sur les pointes acérées restées en place, recouvrant ses dernières de sang. Elle jette dehors le contenu de la première, créant des éclaboussures qui épousent la forme en éventail du verre. Elle en vide 2 autres sur le trottoir, créant 2 flaques qui imbibent le béton du trottoir avant de s'écouler dans le caniveau. Le klaxon s'étue. Alice recompose le numéro. « Passe me chercher !» La Porsche surgit presque tout de suite. Alice se rue à bord en agrippant sa dernière poche de sang. La vision s'éteignit et nous revînmes à la réalité présente. Satisfaite de sa prestation, Alice s'intéressa à la suite des événements. Ce serait moins drôle, quoique tout aussi vital. « Drôle ?» râlai-je. Elle m'ignora. Direction l'aéroport. Elle choisit une Chevrolet Superman blanche à l'agence de location de voitures. Elle ne ressemble en rien à la Cayenne, mais elle est grosse et blanche, et tout témoin venant raconter son histoire sera rayé des listes par les enquêteurs. Alice ne subordonne aucun ennui, elle est juste méticuleuse. Au volant de la Porsche, Alice suit la Superman. Elle supporte mieux l'odeur de Bella que les garçons. Bien que ces dernières ne risquent plus rien de leur part, son parfum continue de les brûler quand ils respirent. Alice déniche un laveur de voiture. Elle paie en espèces et prévient le tout jeune employé, qui la contemple avec fascination, que sa nièce a rendu son jus de tomate sur la banquette arrière. Pour preuve, elle monte ses chaussures. Le garçon, déjà amoureux, promet que la Porsche sera impeccable quand ils en auront terminé. Personne ne met en doute ce qu'elle dit. Par crainte que la puanteur du vomi ne les rende malades à son tour, le gosse retiendra sa respiration. Alice donne le nom de Marie. Elle envisage de nettoyer ses souliers aux toilettes, voit cependant que ça ne servira à rien. Elle patiente pendant 1 heure. Au bout de 15 premières minutes, elle appelle l'hôtel, depuis l'arrière de la station de lavage, où les aspirateurs et les karchers empêchent qui que ce soit d'écouter sa conversation. Paniquée, elle s'excuse auprès de la réceptionniste. Une amie en visite, un accident affreux dans l'escalier, la baie vitrée. Le sang. Elle est à peine cohérente. Oui, elle est avec son amie à l'hôpital. Mais la fenêtre, la vitre, quelqu'un d'autre risque de se blesser. Il faut la condamner en attendant qu'elle soit réparée. Elle doit y aller. On lui permet de voir son amie. Merci, et encore désolé. La femme n'appellera pas la police. Elle préviendra son supérieur, qui lui ordonnera de procéder aux réparations avant que se produise un nouvel accident. Telle sera leur excuse au moment de rédiger la paperasse. Ils ont arrangé les choses pour des raisons de sécurité. Ils attendront avec anxiété un dépôt de plainte qui n'arrivera jamais. Il leur faudra plus d'1 an pour croire à leur chance infernale. Le ménage fait. Alice inspecte la banquette, aucune preuve visible. Elle octroie un pourboire au gamin, monte à bord et inspire longuement par le nez. Certes, la Cayenne ne supportera pas un examen en luminol, mais elle sait que ça ne se produira pas. Suivie par Jasper et Emmett, elle se rend dans un centre commercial de Scottsdale. Elle gare son véhicule au 3e étage d'un parking énorme. La sécurité mettra 4 jours à la déclarer abandonnée. Pendant qu'Emmett patiente dans la Superman, Alice et Jasper font des emplettes. Elle s'achète une paire de tennis dans un Gap bondé, paie en cash. Personne ne prête attention à ses chaussures souillées. Elle offre à Emmett un t-shirt à capuche, à sa taille qui plus est. Elle ressort avec 6 grands sacs de vêtements pour elle-même, Carlyle, Emmett et moi. Elle règle avec une carte de crédit différente. Jasper joue les porteurs. Pour finir, elle fait l'acquisition de 4 grosses valises différentes qu'elle et Jasper font rouler jusqu'à la voiture de location. Elle les dote d'étiquettes et les remplit avec les fringues neuves. Ensuite, elle jette ses souliers abîmés dans une poubelle. Tout se passe à merveille, sans retour en arrière ni recommencement. Jasper et Alice déposent Emmett à l'aéroport. Il embarque avec l'un des bagages, plus anonyme que lors du vol du matin. Il récupère la Mercedes de Carlyle dans le parking. Après avoir embrassé Alice, Jasper entame le long trajet de retour. Les gars sont partis. Alice verse la dernière poche de sang sur la banquette de la Superman. Elle conduit à la station de lavage en libre service. Elle se charge de nettoyer la voiture, pas aussi bien que les employés l'ont fait pour la Porsche. Elle aura donc une amende quand elle rendra la Chevrolet. Il pleuvra quand Emmett atterrira à Seattle, une demi-heure plus tard seulement, avant le coucher du soleil. Il ira au ferry en taxi, n'aura aucun mal à plonger dans le Puget Sound et à se débarrasser de sa valise. En 30 minutes de nage et de course, il sera à la maison.
Il récupéra la camionnette de Bella et repartira aussitôt pour Phoenix. Dans la réalité, Alice ronça les sourcils et secoua la tête. Ça prendrait trop de temps. Le pick-up était d'une lenteur exaspérante. Nous n'étions plus qu'à 4 minutes de l'hôpital. Bella respirait régulièrement entre mes bras. Nous étions toujours trempés de sang. Emmett et Jasper continuaient de retenir leur souffle. Je clignais pour reprendre mes esprits. Quand les visions d'Alice étaient aussi détaillées, il était facile de perdre le fil. Elle était plus habituée que moi à ces allers et retours entre l'avenir et le présent. Récupérant son téléphone, elle composa un numéro. Elle nageait dans le sweatshirt d'Emmett, la montre pendait à son poignet. « Rose ?» La voix affolée de cette dernière nous prévint. « Que se passe-t-il ? Emmett ? Emmett va bien. J'ai besoin que... Où est le tracker ? Il a disparu de la circulation. » Rosalie poussa un hoquet parfaitement audible. « Je voudrais que tu loues une dépanneuse, ou que tu en achètes une, ce qui serait plus simple. Qu'elle ait du jus surtout. Charge la camionnette de Bella dessus et retrouve Emmett à Seattle. Il atterrit à 17h30. Emmett 30 ? Que s'est-il passé ? Pourquoi est-ce que je dois dépanner ce vieux taco ridicule ? En bref façon, je me demandais pourquoi Alice renvoyait Emmett chez nous. Pourquoi elle n'ordonnait pas à Rosalie de descendre la Chevrolet à Phoenix ? La solution, pourtant la plus évidente. Puis je me rendis compte qu'elle ne voyait pas Rose nous rendre ce service. Ce qui me plongeait dans des abîmes d'amertume glacée. Rosalie avait choisi son camp. Emmett aurait voulu lui parler afin de l'apaiser, mais n'était toujours pas capable d'ouvrir la bouche. Son comportement et celui de Jasper m'épataient. Il était possible que l'émulation de la bagarre les affecte encore et les aide à supporter l'odeur du sang. Alice rembarra Rose. « T'occupe. Je règle seulement les derniers détails. Emmett te racontera tout. Dis à Esme que ça va, mais que nous risquons d'être retenus ici un moment, car reste près du père de Bella, au cas où la rouquine. »« Elle compte s'en prendre à Charlie ?» demanda Rosalie d'une voix neutre. « Non, je ne distingue rien de tel. Mais mieux vaut prévenir que guérir, hein ? Carlyle téléphonera à Esme dès qu'il pourra. Dépêche-toi, Rose, tu as des délais à respecter. »« Sale morveuse !» Alice raccrocha. « Au moins, Emmett gardera les vêtements. Tant mieux. Ils vont lui aller super bien. » L'intéressé était ravi par ce coup de fil, de savoir qu'il serait bientôt avec Rosalie, à laquelle il pourra donner sa version des faits. Inutile de mentionner l'intervention idiote de Jasper. Puisqu'Alice ne voyait pas de danger de la part de la rousse, Rose pourrait l'accompagner jusqu'à Phoenix, à moins qu'elle n'en ait pas envie. Il contempla le visage blême de Bella, sa jambe brisée et fut submergé par une vague d'inquiétude et d'affection fraternelle. « Elle est chouette. Rose va devoir s'en remettre. Fis ça. » Le front plissé, Alice songeait à ses tâches, aux répercussions de ses choix. Elle se vit revenir à l'hôpital avec les habits qu'elle nous avait achetés. Avait-elle pensé à tout ? Quelque chose lui avait-il échappé ? Non, tout était parfait. Le serait. « Bien joué, chuchotai-je. Elle sourit. Jasper se gara près des urgences, loin des caméras, à l'abri de l'auvent. Ajustant ma prise autour de Bella, je me préparais à revivre tout ça, pour la première fois.